Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la comptabilité analytique. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice très intéressant qui va vous préparer à l'examen. Donc ici, nous avons un exercice que nous allons essayer de traiter jusqu'au niveau du coût de production du sous-produit brut. Donc dans cet exercice, vous avez tous les éléments nécessaires pour en tout cas bien se préparer à l'examen. Donc nous allons s'arrêter aujourd'hui dans le coût de production du sous-produit brut et la prochaine vidéo nous allons voir jusqu'au coût de revient. Alors donc si en tout cas vous voulez comprendre tous les éléments de base de la comptabilité analytique dans cette vidéo, je vous dirai tout. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas en tout cas corriger d'autres vos lacunes en comptabilité analytique. Et voilà, ici nous avons dans cet exercice nous avons des déchets, des encours initiales, des encours finales, des emballages et sous-produits. Donc c'est un exercice complet. C'est un exercice encore, je dis encore complet, que nous allons essayer de voir ici avec 4 ateliers différents et 3 matières premières. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment intéressant cet exercice. Donc nous allons voir sans prendre trop de temps, voir à corriger l'exercice ensemble. Donc le corriger est là comme vous le voyez au schéma ici. Après nous allons vous expliquer tout à l'heure comment on fait. Nous allons corriger ça ensemble. Nous allons d'abord lire l'énoncé et en le manière très bref. La société mécanique sénégalaise fabrique dans le cadre d'un contrat de sous-traitance 2 types de pièces de haut niveau V et W. L'entreprise produit 2 pièces V et W comme des produits principaux. Nous allons voir l'atelier 1 pour pouvoir tracer le schéma directement. L'atelier numéro 1, les matières premières de référence A et B sont utilisées pour donner un produit semi-ouvré. Des déchets dont le coût de destruction est de 5332,2 francs CFA les 50 kg. Donc les 50 kg vient en augmentation du coût de production Le produit semi-ouvré est stocké avant d'être utilisé au stade final. Donc nous avons notre atelier 1, les informations de l'atelier 1. Nous allons vous lire les informations de l'atelier 2. Dans l'atelier numéro 2, les matières premières de référence C mélangées au produit semi-ouvré permet d'obtenir la pièce V et la pièce W, ainsi que le sous-produit brut. Dans l'atelier 3, la pièce V est emballée en caisse et récupérable et la pièce W conditionnée en carton emballage perdu. Les pièces conditionnées sont stockées avant commercialisation. Les informations de l'atelier 4. L'atelier 4. Le sous-produit brut non stocké est traité dans l'atelier numéro 4 sans aucune modification de poids. Pour donner le sous-produit traité, stocké avant d'être vendu. Pour faciliter les calculs, on admet que le coût de production du sous-produit traité sorti de l'atelier 4 est égal à son prix de vente sur le marché de 7500 le kilogramme du milieu d'une décote forfaitaire de 20% du prix de vente. Les renseignements divers. Donc ces informations sont pour pouvoir tracer le schéma. Et nous avons des informations diverses. Là, nous allons aussi voir les stocks initiaux qui sont là et les stocks au 31, les stocks finaux. Donc nous avons vu les matières de référence qui sont stockées, les caisses vides aussi les cartons sont stockés, les encours initiaux et encours au final ici, juste là. Et le produit semi-ouvré aussi est stocké, sous-produit traité est stocké, V après conditionnement est stocké, W après conditionnement. Les achats du mois, les références matières et les cartons aussi ont été achetés par l'entreprise pour emballer ces pièces.
La consommation aussi du mois, on est là. La consommation du mois, il y a dans l'atelier numéro 1, 12 500 de matières premières, dont 5 000 pour la référence A et les déchets D1 de 2500. Ainsi de suite, ce sont des informations de la consommation. Donc, on aurait besoin que quand on va calculer les coûts d'achat ou les coûts de production. Les main-d'œuvre, ce sont des charges directes liées aux différents ateliers 1 jusqu'à l'atelier numéro 4. Les productions du mois, ce sont les productions mensuelles. Les ventes qui ont été réalisées par l'entreprise. Le tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, on est là. On nous a déjà donné les totaux secondaires. Nous allons essayer de voir tout de suite. Les informations là, ce sont des informations qui concernent le tableau de concordance, c'est-à-dire le rapprochement, les renseignements supplémentaires. Donc là, on ne va pas toucher ça actuellement. Travail à faire, nous sommes là, compléter le tableau de répartition, ainsi de suite. Donc nous allons répondre d'abord, faire le maths pour nous faciliter ce travail. Voilà. Le schéma technique, tout comme l'atelier 1, nous allons voir l'atelier 1 et tracer. On voit que dans l'atelier 1, on va souligner les éléments intéressants, les passages intéressants, les matières de référence A et B sont utilisées pour donner un produit semi-ouvré. Donc, c'est A et B qu'on a utilisé pour donner B, produit semi-ouvré, et à la transformation, nous avons un déchet obtenu. Dans le but du déchet d'évacuation, cela veut dire le déchet a été évacué pour 5332 tous les 50 kg. Chaque 50 kg, le coût d'évacuation est de 5332. Voilà, donc c'est ça. En résumé, dans l'atelier 1, on a matière A et B qui sont rentrées dans l'atelier 1 pour donner un produit semi-ouvré et un déchet. Donc, nous allons juste voir ça ici. Nous avons nos quantités achetées des matières. Nous avons matière A, B et C et les emballages qui ont été aussi achetés par l'entreprise et stockés. Vous allez les stocker ainsi. Mais il faut comprendre que les emballages ne sont pas des matières premières. A et B et C, ce sont des matières premières. Donc A et B, les deux matières sont entrées, vous voyez les flèches dans l'atelier 1 pour donner un sous-produit produit semi-ouvré ainsi qu'un sous-produit ici d'un déchet de la valeur de 2500 grammes. Voilà, le produit semi-ouvré a été stocké avant d'être transféré dans l'atelier 2. Donc, on va lire les informations de l'atelier 2. L'atelier 2, pièce V, donc là, nous obtenons la pièce V. Non, on est dans l'atelier 3. La matière première de référence C. Donc, dans l'atelier 2, la matière première de référence C, mélangée au produit semi-ouvré, permet d'obtenir la pièce V, W et le sous-produit. Donc, à la sortie de l'atelier 2, augmenter de la matière référencée, nous obtenons 3 produits. 2 produits principaux, V et W, et un sous-produit qui est là, donc qui ne sont pas stockés. Le sous-produit est là, une valeur de 2500. La pièce V et la pièce W, qui sont ensuite transférés sans stockage. Donc, nous allons lire l'information de l'atelier 3. L'atelier 3, la pièce V est emballée en caisse. Et la pièce W est emballée dans des cartons. Les pièces conditionnées sont stockées avant la commercialisation. Donc, c'est très simple. On nous a dit que dans l'atelier 3, nous avons V qui est rentré et W est aussi rentré dans l'atelier 3. À la sortie, nous obtenons le V conditionné pour faire quoi? Le conditionnement. Donc, c'est à ce stade que nous allons venir tirer
les pièces qui vont rentrer dans l'atelier 3, l'atelier qui est chargé du conditionnement, et les cartons aussi qui sont rentrés dans l'atelier 3 pour emballer les différentes pièces. Donc à ce stade ici, les pièces V et W conditionnées seront directement mis maintenant après le stockage, seront mis à la vente au marché. Atelier 4, maintenant l'importance de l'atelier 4, nous allons le dire. Le produit brut non stocké est traité dans l'atelier 4 pour donner un sous-produit traité. Donc la vente probable aussi nous a été donnée. Donc c'est simple. Le sous-produit brut entre dans l'atelier 4 pour faire un traitement. À la fin, on obtient le sous-produit traité et stocké, ensuite mis à la vente. Comme vous voyez que c'est le schéma que nous avons tracé. Et la quantification aussi est simple. Et à part pratiquement ici, il n'y a pas d'inconnu. Nous allons juste venir remplir les informations. Comme supposons les stocks initiaux, référence, la matière A 150, la matière B 420, la matière C 660 et les valeurs globales. Donc les valeurs globales sont là aussi. Ça, on aurait besoin pour faire le coût d'achat des matières et le stock initial et final au 31 mai. Donc ce sont les stocks finaux. Ce sont les stocks initiaux. 495, 98, 440 pour la matière C. Donc, nous allons juste faire que nous allons remplir les éléments ici. Le stock initial, stock initial, stock initial. Et les achats de la période aussi sont là. Les achats après avoir terminé. Vous faites pour tous les autres matières qui ont été stockées ou de produits qui ont été stockés. On suppose que vous connaissez déjà où on met les stocks initiaux sans nous retarder. Achat du mois de mars. Donc vous avez les matières qui ont été achetées. C'est 1350 kg au prix d'achat unitaire qui est là. Et pour la matière de référence B, 1700 et 7180. Voilà. Donc on va remplir aussi les achats du mois ainsi que les emballages. Maintenant la consommation que nous allons venir déterminer est la consommation dans l'atelier 1, 12 500 de matière consommée. Ça veut dire tout simplement que ces 12 500 de matière consommée ont été répartis entrés dans l'atelier 1. Donc l'atelier 1 a consommé 12 500, dont 5 000 pour la matière A et le reste c'est pour la matière B. À la sortie, nous obtenons un déchet de valeur de 2500. L'atelier 2, dans l'atelier 2, qu'est-ce qui est entré? Nous avons 6 000 kg de matière C. La consommation de matière C est de 6 000 kg, dont 1000 dans les pièces V, 7 000 de produits semi-ouvrés, 5 000 pour la fabrication des pièces W. Donc nous allons voir que dans l'atelier 2, la consommation totale nous a été donnée. Nous avons la consommation pour produits semi-ouvrés qui est rentrée de 7 000 et de 6 000 de consommation de matière. Et la répartition aussi a été faite ici. Voilà, c'est ça les informations concernant la consommation. L'atelier 3 aussi a fait de consommation des emballages. De 2700 emballages ont été consommés dans l'atelier. De 2700 emballages ont été des caisses ont été emballées pour la pièce V et 7500 de cartons pour conditionner les pièces W. Voilà, nous avons les stocks, les sorties et les achats. On connaît la consommation de ces trois ateliers. Nous allons voir maintenant remplir la partie de production
les différents produits. Donc tout ça, c'est la production que nous allons juste mettre ici. 10 000 pour 10 000 ouvrés, 1500 2500 bruts et 2700 aussi avant d'être transféré dans l'atelier 3 et 7500. Ainsi, nous avons toujours les mêmes valeurs, 2700 et 7500. Pour le sous-produit, on nous a dit dans l'énoncé qu'il n'y a aucune transformation de modification du poids. Donc, le brut est égal au sorti aussi. Et maintenant, la vente du mois, nous avons V, W et SPT qui sont là aussi, remplis dans cette case à la sortie de la vente. Les stocks finaux, on a déjà rempli. Voilà la quantification. Vous maintenant calculez les différences inventaires pour reconnaître est égal. La différence inventaire est égale à achat. Supprimons ici au niveau des matières, achat plus le stock initial moins la vente moins le stock final et moins la sortie moins le stock final réel, ce qui donne la différence inventaire. Ici on a moins 5. Vous faites ainsi de suite pour les autres. Une fois que le schéma est fini, nous allons attaquer directement à la première question. Tableau de répartition des charges indirectes. Donc nous avons ce tableau de répartition des charges indirectes, juste là. C'est ce que nous allons essayer de compléter. Voilà. Ici nous avons ils ont déjà fait la répartition secondaire. Nous avons que remplir le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Ici, tableau de répartition secondaire des charges indirectes. Secondaire a été déjà fait, des charges indirectes plutôt. Nous avons l'approvisionnement, les charges. L'approvisionnement atelier 1, atelier 4 à la distribution. Le TR2, vous avez le total secondaire qui ont été donnés par l'énoncé. Et la nature d'unité d'œuvre est de 10 000 pour l'approvisionnement 10 000 kg de matière première achetée. Donc, pour connaître le nombre de kilogrammes, il faut chercher le nombre de matières achetées. Voilà, donc nous avons 1830 dont le coût est de 16 000, coût unité est de 16 450. Nous allons voir comment nous avons fait pour déterminer 1830. Voilà, donc c'est 10 kg de matière achetée. Calcul du nombre d'unités d'œuvre pour la distribution qui est là d'abord. Donc ici, vous n'avez que prendre la consommation, les achats du moins, à la période des achats. Nous allons partir pour déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Voilà, vous avez les achats de 1 kg. Il suffit vous allez seulement faire achat de matière de référence A divisé par la quantité achetée 5350 divisé par 10. Vous avez le nombre d'unités d'œuvre pour la matière A et pour la matière B 7180. Vous divisez par 10. Vous avez le nombre d'unités d'œuvre pour la référence B aussi, ainsi que C, et la somme vous donne le nombre d'unités d'œuvre totale de l'approvisionnement. Et le coût d'unité d'œuvre, c'est une formule, le TR2 sur le nombre d'unités d'œuvre, on vous donne ça. Pour l'atelier 1, la nature d'unité d'œuvre est heure de main-d'œuvre directe. Heure de main-d'œuvre directe, vous allez regarder l'énoncé au niveau des main-d'œuvre directes, des charges directes. Vous avez 1240 pour l'atelier 1 et nous avons 1240 divisé par le TR2 divisé par 1240, ça donne 12 520. Pour l'atelier 2, on nous demande des pièces fabriquées. Vous allez chercher le nombre de pièces fabriquées par l'entreprise à la production, tout simplement. Pièces fabriquées, vous avez pièce V et la pièce W. C'est 2700 plus 7500, ça vous donne 10 200. Et vous avez aussi le coût d'unité d'œuvre. Atelier
Atelier 3, d'unité d'œuvre. Vous allez regarder l'unité d'œuvre légère de main-d'œuvre directe 750 et vous avez aussi le coût d'unité d'œuvre. L'atelier numéro 4 ainsi que heure de main-d'œuvre directe. Vous avez le total des heures effectuées dans l'atelier 4 qui est 240 et vous avez aussi le coût d'unité d'œuvre. Pour la distribution, on vous a dit que la nature d'unité d'œuvre est égale à 1000 francs chiffre d'affaires de V, W et SVT. Donc, nous allons chercher le chiffre d'affaires ici. Là, nous avons le nombre d'unités d'œuvre qui est de 281,080. Comment on l'a fait? Nous sommes là. Pour V, vous avez la vente, la quantité vendue de 1950 fois le prix de vente divisé par 1000. Vous avez le nombre d'unités d'œuvre pour la pièce V. Ainsi que la pièce W, 7150 fois 28 000, le prix unitaire sur 1000. Et vous avez aussi et ainsi que pour le sous-produit traité, vous avez 2400 fois 4200 sur 1000 et vous avez 10 080. Le total vous donne le nombre d'unités d'œuvre. Et le coût d'unité d'œuvre est de 16. Voilà que nous avons rempli le tableau de répartition indirecte. Nous allons voir la question suivante et de le coût d'achat des matières premières. Donc, nous avons 3 matières premières A, B et C. Le coût d'achat. Voilà. Calcul du coût d'achat est son CIP. Nous avons ces 3 matières A, B et C. Premièrement, vous allez mettre l'achat. La quantité achetée fois le prix unitaire, vous avez le montant des achats. Les charges indirectes, automatiquement, vous vous dirigez au niveau des charges indirectes, tableau des charges indirectes. Alors, le tableau des charges indirectes qui est ici, j'allais revenir. Pour l'approvisionnement, vous avez 1830 de nombre d'unités d'œuvre totale, mais réparties, comme je l'ai dit. Pour la matière A, vous avez pris déjà la quantité achetée divisé par 10, ce qui vous donne la quantité divisé par 10, ce qui vous donne la quantité coût d'unité d'œuvre. La quantité est multipliée par le coût d'unité d'œuvre qui est dans le tableau. De 531 fois ça vous donne le montant, et 718 fois le coût d'unité d'œuvre, ça vous donne aussi le montant pour la référence B ainsi que la référence C. Je vous dis encore, c'est la quantité achetée divisée par 10. C'est parce que c'est comme ça que vous avez fait pour déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Et vous avez maintenant le coût d'achat total de ces deux coûts. Les charges directes sont néant. Stock initial. Le stock initial constaté est de 150 dans l'énoncé. Et vous avez une valeur de 810, 850. Et pour les différentes matières aussi, B et C. Même chose. Et maintenant, vous obtenez le solde global. Le solde global n'est rien d'autre que achat plus le stock initial, ce qui vous donne le stock global. 5500 et plus les deux éléments aussi, vous avez 23 650. Divisé par 5500, vous avez 4300 qui représente le coût d'unité, coût moins pondéré. C'est le coût moins pondéré où seront valorisées les sorties. Et vous faites la même chose pour la matière B ainsi que la matière C. Nous allons maintenant voir la consommation des différentes matières. Nous avons 5000 de consommation, c'est clair, parce que dans le déjà montré, de 5000 pour la consommation de A et 7500 la consommation de B et 6000 la consommation de C. Vous allez voir que nous n'avons pas modifié. Vous avez 7000, 7500 et 6000 multipliés par chacun son coût d'unité d'œuvre. Coût moins pondéré, on calcule pour valoriser la sortie.
Et vous avez aussi le montant des soldes des sorties de chacune de ces matières. Et vous obtenez maintenant le solde final théorique. Le solde final théorique est aussi simple, c'est le stock global moins la sortie, vous obtenez le stock final théorique. Et le stock final réel, c'est ce qui est dans le schéma. C'est ce qui est dans le schéma que vous allez prendre. Pour la matière A, c'est 450 et la matière B, 98, toujours multiplié par le comp. Et vous avez ça. La différence inventaire est égale au stock final réel moins stock final théorique. Ça vous donne moins 5. Cela veut dire que nous avons un manquant de 5 dans le magasin. Voilà. Donc, nous allons voir troisième étape. Troisièmement, de présenter les inventaires permanents des emballages. Donc, ici, on nous demande de présenter les inventaires permanents des emballages. Pourquoi? Parce que les emballages n'ont pas fait l'objet de... on ne peut pas parler de coût de production ou ici, leur coût d'achat n'est que son prix d'achat. Parce que dans l'énoncé, on nous a dit que les emballages n'ont pas de charges indirectes ni aussi de charges directes. Donc, leur coût d'achat est égal au prix d'achat. Plus ajouter au stock initial, vous obtenez le stock global de 2700 et la somme de ces deux 10 260 divisé par 2700, vous obtenez 3800. Et pour les cartons vides aussi, vous avez le stock global. C'est maintenant que nous sommes en train de faire le CIP des emballages pour pouvoir valoriser la sortie de ces emballages dans l'atelier numéro 3 où ces emballages ont été utilisés pour faire le conditionnement. Donc le stock, la sortie de consommation de ces emballages c'est égal à 2700 pour les caisses et 7500 pour les cartons, toujours au comp. Vous avez ces valeurs. Le stock final théorique est égal à 0 parce que déjà vous avez la différence de 27 000. Ici, 2700 sur moins 2700, ça donne 0. Mais ici, le stock final théorique était de 300. Le réel est égal. Le réel est égal à 100. Et ici aussi, 250. La différence inventaire est égale à réel moins stock final théorique. Donc, 100 moins 0 est égal à plus 100, qui est la différence inventaire et excédentaire. Ici, c'est déficit, c'est-à-dire manquant. La différence, les inventaires permanents des emballages. Nous allons attaquer à la quatrième question. Calculons le coût de production du produit semi-ouvré et CIP. Les produits semi-ouvrés ont fait allusion à la sortie de l'atelier 4 où les produits semi-ouvrés ont été traités. Donc, nous allons évaluer la sortie de consommation de matière A et de matière B qui ont été rentrées dans l'atelier A pour fabriquer le produit semi-ouvré. Donc, j'allais seulement prendre aussi la ligne de consommation au niveau du coût d'achat de la matière A. Vous le fixez en haut, et pour la matière B, la consommation, et vous le fixez aussi en haut. Les deux consommations, nous avons fait deux consommations de matière pour obtenir le produit semi-ouvré. Et les charges directes, ce sont les main-d'œuvre directes dans l'énoncé. Vous avez aussi 1240 de main-d'œuvre dans l'atelier 1. Voilà, dans l'atelier 1, main-d'œuvre directe 1240. Les charges directes fois le prix unitaire, vous obtenez le montant des charges directes, moins les charges indirectes de l'atelier 1. Vous allez directement aller dans le tableau de répartition des charges indirectes de l'atelier 1 et prenez le coût, la quantité, fois le prix unitaire, et vous obtenez ainsi le coût des charges indirectes utilisées. N'oubliez pas que vous avez des encours initiaux et des encours finaux. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite. Encours initial.
Voilà, les encours, nous allons aller au stock initial et au stock final. Les encours de l'atelier 1, vous avez cette ligne, vous avez encours initial et encours final. Pour l'atelier 1, l'initial 170 et le final 440. Et on vous a dit que les encours initiales c'est à ajouter et les encours finales à encours initial plus encours final moins. Et oui, des déchets ont été constatés dans l'atelier 1, donc il faut les enlever. Les déchets qui ont été constatés dans l'atelier 1, il faut les enlever, ce sont des déchets à évacuer. Et voilà, les déchets à évacuer d'un prix unitaire de 5332 pour 50 kg. Donc on connaît déjà à travers le schéma, on nous a déjà donné la quantité de matière. Déchets en kilogrammes, c'est 2500. Et vous divisez 2500 divisé par 50, vous obtenez le coût, la quantité. 2500 divisé par 50, ça vous donne toujours 50. Et on nous a dit que chaque 50 kg est évacué à cela. Et maintenant, vous obtenez, ensuite, vous obtenez la valeur des déchets. Les déchets ont été évacués, ça revient en augmentation du coût de production et on nous a déjà précisé dans l'avancée. Nous avons le coût de production du produit semi-ouvré, 10 000. Et le total, vous faites le total, vous obtenez 96 785 440. Le stock initial est de 1250 de produits semi-ouvrés. Et vous avez cette valeur, le stock global, ainsi, vous avez ça. Ce qui vous donne la sortie de consommation de 7000 de produits semi-ouvrés pour entrer dans l'atelier 2 qui nous donne cela. Le stock final théorique aussi, c'est la différence globale moins consommation, toujours évaluée au camp. Vous avez un montant de 45 249 750. Le stock final théorique. Le stock final réel dans l'énoncé. Voilà. Vous vous référez dans l'énoncé et vous avez cela. La différence inventaire de moins 5, réel moins théorique. Vous avez moins 25. Différence inventaire et manquant. Une fois que nous avons fait cela, nous avons passé, vous avez vu que nous avons démontré comment calculer la quantité des déchets. Les déchets de 50, c'est 2500 kg sur 50 kg, ce qui vous donne 50 kg. La quantité des déchets est de 50 kg. La question suivante, question numéro 5, calculer le coût de production. Calcul des coûts et résultats analytiques. Donc, nous allons faire aujourd'hui coût de production de V, W et SPT. SPT, sous-produit traité. Nous allons faire le coût de production du sous-produit traité et CIP, si nécessaire. Coût de production du sous-produit traité que nous avons là. La formule, elle est simple. C'est la vente probable moins le décote forfaitaire. Donc, on a la vente probable de 2500. Dans l'énoncé, nous avons 7500, la vente probable. Nous avons un montant de chiffre d'affaires de 18 750 qui provient de la vente de sous-produits, moins des décotes forfaitaires, une décote forfaitaire de 20%, qui est là, moins 3 750 000. Ce qui nous donne un coût de production du sous-produit traité. Et vous voyez que vous avez obtenu le coût de production du sous-produit traité de 15 millions. Et nous allons faire son compte maintenant par le sous-produit à l'objet de stockage. On va voir le schéma. Donc, ça a été stocké juste ici. Donc, on est là. Voilà. On est dans ce triangle, ça a été stocké. Nous allons juste maintenant voir comment nous allons faire ce compte inventaire permanent. Le
stock initial, vous constatez le stock initial qui est de 250 dans l'énoncé aussi. Et le stock initial, la valeur a été donnée de 1,5 million. Le stock initial plus le coût de la production du sous-produit traité de 2500, et ça nous donne 2750. Et le total, ça nous donne aussi le stock, la valeur de stock global divisé par 2700, ça nous donne 6000 de comp. C'est le coût moins pondéré de 6000. La consommation du sous-produit, c'est la valeur qui a été mise en vente est de 2400 évalué au compte, ça vous donne 14 400 000. Excusez-moi, c'est pas de ma faute ça. Okay. Et nous obtenons le stock final théorique, la différence est de 350. Nous avons vu que le stock final théorique est égal au stock final réel, parce que dans l'énoncé, vous avez la différence inventaire. Dans le schéma, vous avez différence inventaire. Quand vous regardez bien, vous avez différence inventaire de combien? De 0. Nous allons monter, voir. Nous avons 0 comme différence inventaire, c'est pourquoi le stock final réel est égal au stock théorique. Pour le sous-produit. Et maintenant, nous allons voir, une fois identifié le coût de production du sous-produit traité et son compte inventaire permanent, nous allons faire le compte coût de production du sous-produit brut, c'est parce que c'est ce qui nous intéresse plus. On nous dit que le coût de production du sous-produit vient en diminution du coût de production du produit principal. Donc la méthode, on va fixer le coût de production du sous-produit traité en haut de ce tableau de 15 millions moins les charges de l'atelier où le sous-produit a été traité, de l'atelier 4. Voilà, les charges directes étaient de 240 heures travaillées à 4500 l'heure. Donc, on va enlever les charges. Et les charges indirectes, dans le tableau de répartition des charges indirectes, vous avez aussi une valeur de 12 336 000. Vous les enlevez. Et s'il y avait des encours initiales dans ce tableau, dans l'atelier 4, ça serait moins aussi. Et s'il y a des encours finaux, ici, ça sera plus. C'est le contraire qui se produit dans ce tableau. Et les décès aussi, si c'était plus, ça devient moins. Et ainsi, vous obtenez un coût de production du sous-produit brut de 2500 qui a été fabriqué au coût de 1 584 000. Donc, dans le tableau, dans le coût de production des produits principaux, on va enlever cette valeur pour calculer le coût de production des produits principaux parce que ça vient en diminution du coût de production. Et voilà, donc je vais arrêter là aujourd'hui. Merci.